Hop, hop. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir le chat. Si jamais vous avez un souci avec le son ou avec quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à mettre un petit message. Salut Colin. Et bien c'est parti, on va lancer cette soirée. Bonsoir à tous et à toutes. Donc on est parti pour les Human Talk du mois d'avril. Pour celles et ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, on va parler un petit peu de ce que sont les Human Talk et ensuite je vous parlerai du programme de la soirée. Alors les Human Talk, qu'est-ce que c'est? Les Human Talk, ce sont des mini-conférences qui sont ouvertes à toutes et à tous, qui sont réparties un petit peu partout en France. Donc depuis le début de la pandémie, pour pouvoir continuer à nous retrouver et à partager tous ensemble, on a choisi de mettre la soirée en place sur Twitch, en live. Donc ça va faire un peu moins d'un an, je pense, qu'on a commencé les lives. Donc ce soir, il y a toutes les villes de France des Human Talk qui sont regroupées sur Twitch. Donc là, si je dis pas de bêtises, on a des Grenoblois, on a Lyonnais et vers Nantes aussi, si je me trompe pas. Tu me corrigeras, Jean-Phi. Mais les Human Talk, c'est avant tout des petits talks de 10 minutes et pas une de plus, sauf si ce que vous dites est très intéressant. Quoi qu'il en soit, voilà, on ne vous coupera pas, mais on essaie de timeboxer tout ça. Le but du jeu, c'est d'introduire des notions pour pouvoir ouvrir la discussion et en parler juste après. Donc, on va faire des talks de 10 minutes avec une petite session de questions juste après les talks. Ça se passe tous les deuxièmes mardis du mois et donc ça se passe eh ben, en ce moment ici jusqu'à ce qu'on puisse se revoir pour de vrai et manger des pizzas et des apéros après les soirées. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions à nos speakers. Donc, comme je vous l'ai dit, on les reprendra juste après les talks pour discuter tous ensemble. Euh, tous les talks et toutes les slides se trouvent sur le site des Human Talk, dans une ville qu'on a créée exprès pour les éditions à distance, qui s'appelle du coup à distance. Je ne sais pas s'il y a un admin qui a moyen de mettre ça dans le chat, ce serait chouette pour que vous puissiez aller jeter un œil à tout ça. Nous sommes présents sur Twitter. Donc, chaque ville a un compte Twitter, mais le compte Twitter global des Human Talk, c'est @HumanTalk. N'hésitez pas à nous envoyer des petits mots d'amour ou à nous dire si jamais vous seriez intéressé pour, pourquoi pas, passer dans la prochaine édition des Human Talk. Ce soir, on accueille un nouvel organisateur qui n'est ni plus ni moins que Jean-Philippe, qui a rejoint du coup les Human Talk il y a quelques semaines. Donc, bienvenue à toi. Bienvenue, Jean-Philippe. Merci. Le programme de ce soir, bah, du coup, c'est Jean-Philippe qui va ouvrir le bal et qui va nous faire une petite visite guidée de GitLab. Juste après, Lucas va nous parler technical writing pour nous apprendre à communiquer avec le plus grand nombre. Ensuite, on aura Jean qui nous parlera de décryptage d'authentification web. Puis Nicolas nous dira comment est-ce que React est venu à la rescousse d'Aya Nakamura. C'est original. Et on terminera avec un talk sur le sexisme involontaire par Nastasia. Merci à tous et à toutes. Et sans transition, on va laisser la scène à Jean-Philippe pour qu'il puisse nous parler de GitLab. Alors, normalement, vous devez voir mon écran. Et c'est parti. Alors, bonjour à tous. Alors, je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissent déjà GitLab. Et pendant ces 10 prochaines minutes, ça va être court, mais ça va le faire. Je vais vous faire une sorte de visite guidée de cette plateforme pour vous faire découvrir ou redécouvrir certains outils ou certaines fonctionnalités. Alors GitLab, c'est une plateforme DevOps qui a été créée par l'entreprise GitLab, qui est présente dans pas mal de pays au monde et qui est open source, ce qui amène beaucoup de contributeurs qui permettent de faire des releases chaque mois. Donc chaque mois, on se retrouve avec un lot de nouveautés assez impressionnantes, donc ça, il faut suivre. Rapidement, ce petit schéma DevOps, c'est le fait d'avoir un projet qui va être géré de A à Z en fait sur la même plateforme. Que ce soit sur la gestion de projet, la gestion de source, l'intégration et le déploiement continu, ainsi que la gestion de la sécurité.
Alors GitLab le met dans un tableau avec tous ces éléments-là. Donc en 10 minutes, on n'aura pas le temps de tout voir, mais je vais essayer de vous montrer tout ça. Je m'appelle Jean-Philippe Baconnet, je suis consultant développeur chez Zenica Nantes et je fais partie du programme des GitLab Heroes. Et je pense, comme la plupart d'entre vous, j'ai commencé avec GitLab en tant que gestion de source. Donc pour gérer des cas simples où je voulais avoir mes fichiers versionnés, où je pouvais voir mes commits, mes branches. Et après avoir des petits stats, mais ça quand j'étais tout seul, je m'en fichais pour le moment. Ce qui est pas mal avec GitLab, c'est qu'on a un moyen très rapidement dans notre navigateur de voir, de pouvoir faire des modifications avec un web IDE, donc qui est assez pratique. Et depuis 1 an, ils ont poussé la chose en intégrant, l'outil, Gitpod, qui permet d'avoir un VS Code-like dans un environnement cloud dans lequel on peut vraiment faire du développement sans avoir, aucune installation à faire. Donc, je suppose que développeurs, vous avez déjà passé du temps à configurer les versions de Maven, de NPM, et cetera avec Gitpod. C'est fait directement sur le cloud et c'est un gain de temps assez sympa. Donc c'est vraiment un bel outil. Et dans un contexte professionnel, dans mon équipe, on avait récupéré une application qui n'avait pas de CI. Donc en fait, pour installer notre application sur n'importe quel environnement, que ce soit de fabrication ou de production, et ben, on y allait à la main. Et comme on était un peu tout seul sur ce périmètre-là, on a voulu mettre en place une intégration continue avec l'outil qui se présentait devant nous et en fait, c'était, la plateforme GitLab. Donc on a pu, intégrer, et mettre, et faire des premiers pas avec, GitLab CI. Alors GitLab CI en 2 notions, je vous présenterai celle-ci, c'est la partie GitLab CI.yaml, donc c'est vraiment le fichier de base pour faire de l'intégration continue, qui va permettre de faire, différents jobs. Et je vais parler rapidement des runners. C'est tout simplement ce qui permet, à votre intégration continue de tourner. Pourquoi j'en parle? Rapidement sur le site de gitlab.com, il y a tout ce qu'il vous faut pour faire ce que vous voulez. Mais si vous voulez aller plus loin dans la configuration, il est possible de l'installer très simplement sur votre ordinateur ou même sur vos instances, enfin tout serveur sur lequel vous avez la main. Par exemple, moi, un runner, je l'ai installé sur un Raspberry Pi et du coup, tout ce que je fais tourner tourne chez moi. Donc c'est quelque chose de vraiment sympa. Si on reprend le GitLab CI.yaml, c'est un fichier qui va être très simple. Ça, c'est un exemple qui va nous servir dans la suite de la présentation. Il va se découper en 3 parties. La première, c'est une image Docker dans lequel je vais faire des actions. Donc là, l'image Docker que je veux, c'est un CMS qui s'appelle GoHugo. Derrière, je vais définir des stages, donc des étapes de notre pipeline. Il y en a par défaut, par exemple comme test, build, mais on peut les redéfinir et on peut en créer autant qu'on veut avec les noms qu'on veut. Et ensuite, on va définir tous nos jobs, tous les jobs qui vont appartenir à des stages et qui vont permettre de faire plein de choses. Donc là, si on regarde ce job rapidement, on voit qu'il fait partie du stage de build. Bon, OK, on va construire un site statique et la seule, action qu'on veut faire là, dans la méthode, script, c'est Hugo, donc qui va générer, un site statique et mettre ça dans un répertoire public où on voit la notion d'artefact. L'artefact, c'est quoi? C'est quelque chose qui va être mis à disposition à l'extérieur du conteneur, qui va permettre de faire plein de choses. Et derrière, on voit le only master, donc ça va être un pipeline qui va tourner uniquement lorsque je vais faire des actions sur la branche master. Donc là, si on regarde un pipeline un peu plus complexe, c'est celui de GitLab tout simplement. On voit plein de stages, plein de jobs qui vont tourner en parallèle ou qu'on peut exécuter manuellement. Si on est un peu fébrile sur certaines actions, on peut décider de le faire manuellement. Si on continue l'approche de GitLab CI, on va pouvoir faire, du test. C'est-à-dire que quand un développeur va faire des évolutions, il va le créer dans une merge request. Là, on voit sur l'impression d'écran que l'action de merge de cette merge request, donc l'équivalent d'une pull request si on est sous GitHub, ne va pas être possible, tant que nos tests ne sont pas passés. Et à partir du moment où les tests sont passés, on voit que le bouton merge est disponible et si on veut aller plus loin, on va voir l'ensemble de nos tests. Donc ça permet d'éviter d'avoir du test qui dégrade des tests, du code qui détériore du test et qui va nous empêcher d'avoir un environnement qui soit stable. Donc c'est assez pratique. Et pour le code coverage, on peut aussi le faire. Là, dans ce cas-là, il faut une particularité dans l'environnement, mais c'est tout à fait possible de brancher du sonar ou autre chose. Un outil qui est lié à GitLab CI, c'est les pages. Les pages, c'est tout simple. C'est tout simplement avoir un site statique
qui est hébergé sur gitlab.com et qui est gratuit. C'est-à-dire que quand vous allez créer un nouveau projet, soit vous partez de zéro, soit vous prenez un des templates qui est disponible, donc ceux qui sont entourés en rouge. Donc on retrouve du Go Hugo, donc c'est le fichier que je vous ai montré tout à l'heure. Et avec 2-3 configurations, on va avoir un projet qui va être créé, initié, avec un pipeline qui va vous permettre de générer un site qui est disponible comme ça. Donc moi j'en ai créé un très rapidement, ça m'a pris 5 minutes, et à partir de là, on a un site qui est gratuit. C'est assez simple. Et si on voit la partie, on retourne dans notre partie de DevOps, on voit la partie de gestion de projet, où, comme dans GitHub, on va voir des issues. Donc vraiment le point de départ, qui sont représentés comme ça, on va pouvoir avoir des étiquettes qui vont un peu catégoriser nos issues. Et si jamais on veut vraiment avoir une sorte de roadmap de notre projet, on va pouvoir utiliser des milestones avec les boards. Donc les milestones, c'est quoi? C'est des jalons qu'on va définir. Donc là, dans l'exemple, c'est par semaine. On peut définir par une période plus élevée, mensuelle, annuelle, enfin, comme on veut, dans lesquelles on va pouvoir ranger nos issues et définir notre roadmap. Et à partir de là, GitLab met à disposition un outil en format Kanban qui va permettre de suivre un peu toutes nos activités. Si on a une version Enterprise, on a aussi la notion d'Epic, et donc là, je ne vais pas vous en parler plus longtemps, je n'ai pas utilisé, et il y a un outil qui est plutôt sympa, c'est le Service Desk. C'est tout simplement que GitLab met à disposition une adresse mail sur votre projet, sur lequel tout mail reçu va être transformé en issue. Donc ça peut être sympa pour les équipes qui sont faites de plusieurs personnes, qui veulent mettre de côté tout ce qui est boîte mail générique dans lequel la personne ne regarde. Et dans ce cas-là, tout mail reçu va directement créer quelque chose, un ticket GitLab dans leur backlog. C'est plutôt sympa. En plus de ça, dans GitLab, on va pouvoir intégrer beaucoup d'outils. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de Gitpod qui permet de faire l'édition de code, mais on a une liste qui évolue assez régulièrement. Donc là, j'ai mis un premier slide dans lequel on va pouvoir plugger la plupart de vos outils que vous utilisez au quotidien dans vos projets. Donc, par exemple, du Mattermost ou du Slack, du Hangout, on peut même mettre du GitHub, du Jenkins. Brancher à votre projet GitLab, tout simplement, pour pouvoir avoir un seul point d'entrée qui envoie des notifs de partout. Et si jamais votre outil n'est pas présent dans cette liste-là, vous pouvez aussi utiliser les webhooks qui permettent tout simplement d'avoir, je ne sais pas, une URL disponible, publique, qui va recevoir des informations dès qu'un merge, dès qu'un commentaire, dès qu'une issue va être créée. C'est assez sympa. Et quand on parle de déploiement continu, là, en fait, GitLab fait assez fort avec l'intégration avec Kubernetes. C'est-à-dire que dans votre projet GitLab, vous allez pouvoir vous connecter à un cluster existant ou pas, qui se situe dans Amazon ou dans Google Cloud. Donc GitLab va faire le pont pour vous créer votre cluster ou faire des liens qui vont permettre de faire du déploiement continu dans Kubernetes encore plus simplement. Et GitLab va encore plus loin dans l'affichage en fait, du monitoring de vos clusters Kubernetes. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est assez sympa parce qu'on reste dans GitLab pour voir ça. Et derrière, donc j'ai pas mis d'impression d'écran, mais dans la partie application et dans les settings avancés, on va pouvoir même installer par exemple du Prometheus, du Helm, ou des outils qui vont tourner autour de Kubernetes. Donc tout ça sans aller se connecter sur les consoles de Amazon ou de GKE. Donc c'est plutôt sympa. J'ai mentionné quelques liens donc du GitLab pour avoir un peu tous ces infos ou tous les schémas que j'ai pu mettre dans mon slide. Et après, Philippe Charrière qui fait pas mal de démonstrations aussi sur Twitch. Donc c'est assez sympa pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur GitLab. Merci bien de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Je n'ai pas été voir. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On avait une petite question. Je la retrouve. Elle est là. Tac. GitLab CI, c'est un peu l'équivalent des GitHub Actions finalement. Est-ce qu'il y a des différences notoires selon toi? Tu as déjà expérimenté GitHub Actions? Alors ouais, j'ai expérimenté rapidement simplement pour pousser des images. C'est un peu le même ordre d'idée. En détail, je ne pourrais pas vous répondre, mais oui, le principe, c'est à peu près le même. Justement, il y avait une conférence midi sur France DevOps où il parlait de GitHub Action, mais le but, c'est effectivement d'avoir un projet géré de A à Z dans GitHub.
J'ai vu qu'il y a quelqu'un aussi qui a demandé ce que c'était qu'une épique, mais ça a été répondu dans le chat. Git, c'est trop bien, mangez-en. Et tu as des impressions entre GitHub et GitLab, du coup, parce que là, tu nous as parlé de GitLab, mais si tu devais choisir l'un ou l'autre, je sais pas, il y a des choses qui te viennent à l'esprit ou pas? Ouais, moi j'ai une préférence pour GitLab, parce que j'ai plus mis le nez dedans dans un contexte professionnel. Par rapport à toutes les évolutions que GitHub a fait régulièrement, je vois que les GitHub Actions ont l'air de plaire énormément. Derrière, GitLab a quand même un plus, c'est toute l'intégration. L'intégration Kubernetes, c'est vraiment quelque chose qui est appréciable. J'avais fait quelques tests pour déployer des applications dessus. Le monitoring, c'est super sympa. Donc rien que cette partie-là, en fait, on a vraiment notre projet qui est géré de A à Z et même le monitoring sur la même plateforme. Et ça, pour le moment, GitHub n'a pas, enfin, il me semble pas fait cela. Je crois qu'on arrive au bout des questions du chat. Si vous aussi vous avez des questions parmi les talkers ou parmi les orgas, n'hésitez surtout pas. Moi, j'ai une question. Du coup, c'est qu'on voit beaucoup de projets open source sur GitHub. Est-ce que tu as des expériences de projets sur GitLab et finalement tu verrais quoi comme intérêt par rapport à GitHub? Ouais, des projets open source, il y en a énormément sur GitLab, parce que déjà, GitLab est open source. Par exemple, il y a des librairies qui permettent de gérer en ligne de commande tout ce qui concerne notre projet GitLab. Donc ça a été mis open source dessus. Il y a pas mal de projets qui font le pont justement entre GitHub et GitLab. C'est vrai que GitHub pousse à fond l'open source avec leur Oktoberfest au mois d'octobre. Et à partir de là, j'ai vu que des projets qui étaient sous GitHub migrent sur GitLab, tout en faisant un pont. Donc je ne sais pas comment ils le gèrent, parce qu'en fait, ils reçoivent des issues, des pull requests, merge requests sur les deux repos, mais ça a l'air de marcher. Super, merci beaucoup Jean-Philippe. On va laisser la place à Lucas qui va nous parler de technical writing. Bonsoir à tous. Je vais commencer par partager mon écran. Alors, je crois que mon écran est partagé, je ne suis pas sûr. Ok, c'est bon. Alors, bonjour à tous et toutes. Je suis Lucas Girardin et aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de documentation technique et surtout de rédaction. Alors, on n'a que 10 minutes, donc c'est assez court et je vais faire deux choses en même temps. Je vais me présenter moi un peu et en même temps vous présenter pourquoi je parle de ça aujourd'hui. J'ai commencé en tant que consultant Office 365 chez Microsoft. Et donc, mon boulot, c'était d'aller chez les clients. Ils me posaient des questions parce que j'étais expert et je devais répondre à toutes sortes de questions. Et en fait, 80% des réponses, je les trouvais tout simplement dans la documentation officielle de Microsoft. Ensuite, j'ai eu une seconde expérience, c'est là où je suis actuellement. Chez Axway, je m'occupe d'une application qu'on exploite nous-mêmes et qu'on vend en mode SaaS. Et donc, on est les seuls à exploiter cette application. Et il y a documentation interne, donc c'est nous qui la faisons. Et en fait, quand je suis arrivé, la documentation, alors parfois elle était bien, parfois elle était mauvaise, parfois on pouvait même pas y exploiter, parfois il y en avait pas, et parfois il y avait juste une page avec le nom, mais en fait, le truc était vide dedans. Donc j'ai eu deux expériences très différentes à propos des documentations et donc j'ai voulu venir parler de ça. Alors déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est ah tiens, il y a documentation, en fait, il y a une compétence vraiment pour écrire de la doc. Alors oui, et en fait, il y a plein de compétences. Il y a savoir écrire en anglais de façon claire. Il y a comprendre des technologies complexes et surtout savoir y réexpliquer plus simplement à écrit. Et dans notre cas, très souvent aussi, il faut savoir écrire du code. Alors, il y a documentation technique et écriture de documentation. C'est pas quelque chose qui est propre à l'informatique. On va aussi le retrouver dans tout ce qui est médecine, pharmacologie, tout échange de l'ingénieur en général.
Nous, bien sûr, on va se concentrer quand même sur la partie informatique, mais en fait, ça va être des bonnes pratiques qu'on va pouvoir retrouver un peu partout. Et on peut même aller plus loin que ça. En fait, souvent, en effet, nous, on écrit tous un peu de documentation à droite à gauche pour dépanner, on va dire, nos collègues. Mais en fait, ça peut être un job. Alors, j'ai fait quelques recherches sur LinkedIn. C'est pas vraiment un job en France. Il n'y a pas beaucoup d'offres. La plupart sont aux USA. D'ailleurs, il y a moitié des offres qu'on trouve sont aux USA. Mais voilà, ça peut aussi être un job en fait. Alors, pourquoi c'est important surtout moi, j'ai vu dans mon expérience que la documentation est vitale, mais quelques raisons supplémentaires, on va dire que c'est l'outil numéro 1, la documentation, pour transférer en fait des connaissances à vos collègues. Déjà parce que c'est asynchrone, donc on n'a pas besoin d'avoir un collègue disponible pour transférer la connaissance. Et puis surtout, on peut faire des recherches dedans avec un CTRL F ou avec un moteur de recherche, et donc avoir une très longue documentation et trouver ce qu'on souhaite dedans. Ensuite, pourquoi c'est important d'avoir une bonne documentation? Parce que la documentation, c'est exactement comme le code, en fait. On passe beaucoup plus de temps à lire des documentations qu'à écrire des documentations. Et comme on a tous des façons un peu différentes d'écrire, eh ben, il faut avoir des bonnes pratiques, en fait, pour écrire nos documentations. En fait, il y a énormément de similitudes entre l'écriture de code et l'écriture de documentation. Tout comme on vous apprend à coder en Java, en C# et ensuite on vous apprend des bonnes pratiques, eh ben, normalement, on devrait vous apprendre à écrire la documentation et les bonnes pratiques qui vont avec. Je vais même aller plus loin. Pour moi, si il y a du clean code, il devrait y avoir du clean doc qui devrait exister. Et en fait, qui existe, mais qui n'est pas partagé en général. À l'école, par exemple, dans tous les cours d'informatique, je ne suis pas sûr qu'une seule fois, vous ayez eu ne serait-ce qu'un workshop sur l'écriture de documentation. Alors, on va voir quelques bonnes pratiques ensemble, les plus importantes et surtout les plus parlantes, en fait, pour que vous ayez déjà de la matière à réfléchir. Et la première chose, ça va être d'expliquer les termes, en fait. On ne peut pas écrire une documentation et espérer que notre interlocuteur connaisse tous les termes qu'on va utiliser. Si je prends ma phrase d'exemple où je vais parler de Secure Transport. Secure Transport, voilà, vous ne savez pas ce que c'est, parce que c'est un produit qu'on utilise chez Axway. Donc, je dois le définir juste après. Je vais même plus loin. Je définis un acronyme aussi que je vais pouvoir réutiliser. Par contre, HTML, lui, voilà, vous êtes développeur, vous n'avez pas besoin que je définisse cet acronyme. Donc, on ne l'explique pas. Voix active, voix passive aussi. C'est quelque chose qui est important. Une bonne documentation, c'est écrit à la voix active. La voix active, c'est le chat a mangé la souris. La voix passive, ça serait la souris a été mangée par le chat. Le problème de la voix passive, c'est que on peut juste dire la souris a été mangée et donc là, on perd une information, ce qui est très embêtant dans le cadre d'une documentation. Il y a aussi ce qu'on appelle les verbes faibles et les verbes forts, ou les verbes génériques en fait. Étant donné qu'on va lire et relire la documentation, il faut vraiment passer du temps sur les mots qu'on va choisir. Et donc, des mots génériques comme occur ou happens, on va en trouver plein dans les documentations et c'est pas forcément parlant, c'est un peu trop général. Ça va faire que toutes vos phrases vont vous ressembler. Un verbe fort, au contraire, ça va augmenter l'intérêt du lecteur et sa participation à faire les actions dans la documentation. Il y a plein d'autres pratiques aussi, comme on ne change pas un nom en cours de route, on n'utilise pas trop d'acronymes, pas trop de pronoms. On essaie de faire des phrases le plus courtes possible. Chose importante aussi, c'est les listes et les tableaux. Ça, c'est des choses qu'on adore voir dans les documentations. Vous avez ça, en général, c'est la première chose que vous allez regarder. Ce qui est important, c'est surtout que votre liste ou tableau ait des items en fait parallèles. Parallèles, c'est-à-dire que les items doivent visuellement aller ensemble. On voit sur ce qui est en vert que ça commence par une majuscule, ça finit par un point. Tous mes items parlent de la même chose. Ça, c'est une bonne liste. Les paragraphes aussi, c'est important dans les documentations. Il ne faut pas qu'ils soient trop longs, sinon on ne va pas les lire.
En général, trop long, c'est à partir de 7 phrases, le paragraphe commence à être trop long. Et surtout, il doit répondre à 3 questions, qui est quoi, pourquoi et comment. On va éviter de parler de ce qui s'est passé après ou ce qui va se passer, enfin ce qui s'est passé avant ou ce qui va se passer après pour réduire justement le thème de notre paragraphe. Un paragraphe, un sujet. Aussi, bien sûr, il faut définir son audience avant d'écrire. Il y a documentation, quelles connaissances ils doivent avoir, est-ce qu'il y a d'autres documents qu'ils doivent lire et éventuellement le scope ou ce qui n'est pas dans le scope de votre documentation. Important aussi, c'est les images, on va en parler un peu. Une image trop compliquée, ça va effrayer votre lecteur. N'hésitez pas à faire plus simple et à utiliser des choses comme UML pour ça. Aussi, il faut dire au lecteur quoi regarder sur votre image. Enfin, on va terminer sur, si je vous dis donc que du texte doit être associé aux images, que les phrases ne doivent pas être courtes, que les mots doivent être simples, qu'il doit y avoir des listes. En fait, on va plus parler de documentation technique, mais de ce qu'on appelle du easy to read, ou du facile à lire et à comprendre, qui est une norme européenne en fait qui est faite pour rendre les documents accessibles. Et en fait, on se rend compte que les règles de documentation technique sont les mêmes en fait que des règles que l'Union européenne a décidées pour certains documents. En fait, ça va même plus loin. Je me suis rendu compte que je travaille beaucoup avec des gens dont le français n'est pas leur langue maternelle et je ne peux pas leur parler comme je vous parlais à vous. Je dois faire plus attention aux mots que j'utilise, aux expressions que j'utilise. Et en fait, donc c'est la même chose entre écrire une documentation technique, écrire un document accessible pour tous dans l'Union européenne et communiquer avec des gens qui sont non natifs, que ce soit francophones ou anglais. Il y a plein de liens intéressants, notamment les guidelines de Microsoft et Google, que je vous conseille de lire. Il y a aussi Google qui a réalisé un cours en ligne justement sur l'écriture technique. C'est de là que je tire toutes les informations. Et à propos de facile à lire et à comprendre, il y a Anne-Sophie sur Twitter qui a fait un bon blog post à propos de tout ça. Et moi, je continue d'écrire sur la documentation technique et à partager les bonnes pratiques. C'est en cours de rédaction, bientôt aussi sur Twitter. Je vous remercie de votre attention. Je pense que je suis juste dans le temps. Merci pour ta présentation. On va passer à la séance de questions-réponses maintenant. Donc, dans le chat, il y avait, alors on lui a à peu près répondu, mais il y avait quand même un doute de Danette Collin. Quand tu parles de toute cette documentation, est-ce que tu te concentres vraiment sur la documentation technique pour les développeurs ou plus général? Est-ce que ça se concerne à vraiment la documentation pour les utilisateurs finaux ou autre? Ça concerne tout type de documentation. C'est les mêmes règles qu'on va trouver, par exemple, dans les notices. Votre médicament, il a été écrit pour que vous puissiez le comprendre et l'utiliser. Donc, ça va être de professionnel vers utilisateur, on va dire. Mais ça peut être aussi de expert à expert. Un ingénieur qui va parler à un autre ingénieur, c'est pas forcément commenter son code ou ses fonctions, ça c'est encore un peu plus différent. Ça va être plutôt la documentation qu'on trouve en général plus associée aux produits ou à la limite aux librairies que au code en lui-même. D'accord. Question suivante. Alors je l'ai perdu, ça a scrollé entre temps. Donc de Sébastien Prunier qui te demande, est-ce que tu as une idée, avec tes recherches que tu as fait, du salaire de ce type de job, pour ceux qui ont l'emploi dédié à faire de la documentation? Alors, je crois que j'ai vu des salaires passer aux US, mais je me suis vraiment pas attardé dessus en fait. Mais ça reste quand même un job où d'anciens développeurs peuvent devenir technical writer. C'est aussi parfois ceux qui font des conférences ou des sessions workshops d'évangélisation. Donc, ça peut être aussi bien payé qu'un développeur, selon bien sûr la boîte où on est. D'accord. Ok, question suivante. Hop. Quelles sont les bonnes pratiques pour mettre à jour une documentation? Alors, il y a
je vais pas dire une bonne pratique, mais ce qui est vraiment important, c'est un très bon outil. Chez nous, par exemple, on utilise Confluence. C'est juste horrible pour mettre à jour les documentations. Il faut vraiment quelque chose avec du Markdown pour pouvoir éditer facilement, et donc ça doit être éditable en ligne. Il n'y a qu'à voir les documentations des produits cloud, par exemple. On peut facilement faire des pull requests dessus, et donc là, on peut facilement mettre à jour la documentation. D'accord. Question suivante. Que penses-tu des décisions de log comme format de documentation? Alors, je ne connais pas le Decision Log, donc je vais avoir du mal. S'il peut expliquer, il me semble si que quelqu'un connaît. C'est les décisions d'architecture que tu prends. Si j'ai bien compris, quand tu prends une décision d'architecture dans ton équipe, tu maintiens un fichier qui décrit toutes les décisions que tu as prises sur toutes les décisions au final. Ok. Alors, en fait, le technical writing, il va pas trop s'intéresser à quel type de document on devrait avoir. C'est plutôt vraiment, ça va être sur la forme. D'ailleurs, on va très peu s'intéresser au fond. Moi, quand je revois la documentation de mes collègues, le fond, vraiment, c'est pas ça qui m'intéresse. Je vais que revoir la forme. Après, est-ce que le document est utile? On doit avoir un decision log ou pas? Ça, c'est à vous de décider. Mais le technical writing ne s'occupe pas de cette partie-là. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Alors, Colin, je ne sais pas quand tu poses la question et la living doc, est-ce que c'est une question ou pas? Donc, je te laisse commenter pour préciser et je l'afficherai après, s'il s'en est une. Donc, question suivante. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? On doit être deux à faire. Est-ce qu'il y a un risque si on fait trop de doc? Non, si on fait trop de doc, de passer autant de temps à faire de la doc que du code? Et la living doc dans tout ça, comme le dit Damnet Colin. Voilà, ça y répondra aussi. Alors, est-ce qu'il y a un risque de faire trop de doc? Je pense qu'il peut y avoir un risque, mais encore une fois, l'intérêt, c'est pas de faire beaucoup de doc. L'intérêt, c'est la doc que vous faites, elle doit être claire, compréhensible et ne doit pas être ambiguë. Donc, là, on va vraiment pas s'intéresser à savoir est-ce qu'il faut faire beaucoup de doc, est-ce qu'il ne faut faire peu de doc. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que il y a documentation que vous écrivez, exactement comme le code en fait. Il faut y apporter vraiment beaucoup de soins. Sinon, c'est vraiment pour onboarder quelqu'un sur votre projet ou résoudre des problèmes. En fait, c'est horrible et on s'en rend compte seulement quand on a une très bonne doc. Ok. Question suivante. Est-ce que tu as déjà... Ah, tiens, c'est Virgile. Tu veux la poser toi-même, Virgile? Ouais, du coup, mais est-ce que tu as déjà entendu parler de un outil qui s'appelle Notions? Est-ce que tu recommandes? Apparemment, c'est assez... Enfin, j'ai beaucoup de gens qui m'en parlent, en tout cas, j'ai jamais utilisé encore. Alors, je crois que j'en ai entendu parler, mais j'ai pas testé encore. D'accord. Alors, moi, du peu que je connais cette application, c'est plus pour de la documentation interne. Parce que c'est plus un type de documentation justement qui est faite pour vivre, où on va pouvoir vraiment l'éditer. Il n'y a pas de notion de versionnage, il me semble. Mais je ne le connais pas plus que ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Non, ça, c'est pas des questions. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. J'espère ne pas en avoir. J'ai envie de Gauthier, moi. Tac. Ah oui, pardon. J'ai cliqué. Ouais. Donc, comment est-ce que tu gardes synchronisé ta doc et ton archi et ton code? Alors ça, je dirais, c'est justement en mettant une culture de la documentation dans votre entreprise. Le problème que j'ai eu à Axway, c'est en effet, nos documents n'étaient pas à jour, ne représentaient plus la réalité. Et c'est parce que tout simplement, la documentation, en fait, c'est quelque chose de barbant. Personne n'aime mieux faire, et quand on le fait, justement, on le fait rapidement. Donc, c'est vraiment en expliquant aux gens pourquoi la documentation va leur changer la vie, qui vont commencer à avoir le réflexe,
OK, j'ai fait quelque chose, je modifie quelque chose, je vais faire la doc associée. Il n'y a pas un problème au daily meeting que je fais avec mon équipe où à chaque fois qu'ils font des tâches, à chaque fois qu'ils résolvent quelque chose, toujours je leur pose la question est-ce que tu as documenté? Où est la documentation? Est-ce qu'on peut la revoir? Parce qu'il faut mettre cette culture en route parce que en fait, voilà, on n'en parle jamais de la documentation. D'accord. Je me permets de faire une dernière question qu'on n'avait pas vraiment une, mais ça lance une question intéressante pour moi. Et ensuite, on passe au talk suivant. Donc, on dit donc la doc, c'est bien d'en écrire, mais il faut surtout que quelqu'un l'utilise après. Et donc, moi, la question que ça porte, c'est comment tu fais pour. Enfin, est-ce que tu as des métriques pour savoir si ta doc est vraiment utilisée, si elle est vraiment utile? Alors, j'ai pas de métrique, mais de toute façon, même si elle n'est utilisée par personne, fais ta doc parce que tu seras le premier utilisateur de ta documentation. Donc, même si c'est pour personne d'autre, rien que toi, déjà, le fait d'écrire ta documentation, ça va mettre tes idées au clair et ça sera beaucoup mieux. Et ensuite, quand tu vas réutiliser ou que tu vas réavoir des erreurs que tu as déjà eues par avant, le fait d'avoir tout documenté très clairement, tu vas vraiment apprécier ça. Et pour être bon en écriture de documentation technique, c'est comme le code, il faut s'entraîner. Donc même si on la rédige pour personne, tu auras au moins rédigé pour toi-même et ça t'aidera à devenir meilleur pour la prochaine qui sera vue par du monde. Bien, bonne réponse. Merci à toi encore. Donc, c'était la dernière question. Donc, merci pour ton Merci à talk. vous. Donc, on va passer au talk suivant donc de Jean qui va nous aider à décrypter l'authentification web. Yes. Donc, à toi la main. Je vais partager mon écran. Tac. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Pas de souci. Ok. Je vais commencer tout de suite. Donc bonjour à tous, je m'appelle Jean Delevoye, je suis développeur à Théodo depuis 2 ans. Je vais présenter un talk sur décrypter l'authentification sur le web. Donc pourquoi parler d'authentification? En fait, je vais vous parler d'authentification parce que je l'ai mis en place sur mon dernier projet web. Et en fait, en faisant mes recherches, j'ai vu beaucoup de notions différentes. Donc des notions de flow PKCE, de LDAP, de SAML, d'OAuth, d'OpenID Connect. J'étais un peu perdu en voyant toutes ces notions. Et je me suis dit qu'en fait, ce serait bien de faire un talk où en fait, je partirais de la base et j'essaierais d'expliquer le plus de notions d'authentification possible. Donc, je vais commencer tout de suite à partir de la base. Donc, je vais présenter la différence entre deux notions qui sont souvent confondues, qui sont l'authentification et l'autorisation. Donc, l'authentification ou authentication en anglais, c'est quand une entité A prouve son identité à une entité B, alors que l'autorisation ou authorization en anglais, c'est quand une entité A va donner accès à une entité B à une ressource. Donc, quels sont les différents facteurs d'authentification? Donc, les différentes manières de s'authentifier. Donc, on peut s'authentifier avec ce que l'on sait. Donc, typiquement avec un password. Donc, c'est la façon la plus commune sur le web. On peut s'authentifier avec ce que l'on possède. Par exemple, avec un fichier certificat. On peut s'authentifier avec ce que l'on est. Par exemple, avec de la reconnaissance faciale ou avec un scanner rétinien. Et on peut également s'authentifier avec ce que l'on fait. Donc, la façon la plus commune dans la vie de tous les jours, c'est de faire une signature pour s'authentifier. Un concept également important, c'est le concept de multifactor auth ou authentification forte, qui dit qu'en fait, plus on utilise de facteurs d'authentification, plus on sécurise. Et comme effectivement chaque facteur est faillible, le fait d'utiliser plusieurs facteurs pour sécuriser son application, ça permet de la rendre plus sécurisée. Est-ce que tu m'entends, Jean? Donc maintenant, je vais présenter une méthode d'authentification qui est très simple, donc qui s'appelle HTTP Basic Auth, donc qui est née au début du web. Donc, il consiste à dire qu'en fait, un usager va envoyer son username et son mot de passe encodé en base 64 à une application cliente à chaque requête pour s'authentifier. Donc, cette méthode, elle a plusieurs désavantages. Donc, d'abord, le mot de passe est envoyé en clair. Donc, ça oblige à utiliser HTTPS pour avoir un canal sécurisé entre l'usager et l'application cliente. Le mot de passe va être envoyé à chaque requête. Et comme le mot de passe est envoyé à chaque requête, pour éviter que le user ait à le retaper à chaque fois, le navigateur aura tendance à le mettre en cache, ce qui est une faille de sécurité parce que ça veut dire que la personne qui récupère votre PC, votre navigateur,
peut récupérer votre mot de passe. Donc une solution pour éviter ça, en fait, c'est d'utiliser une preuve d'authentification par token. Donc alors comment ça fonctionne? En fait, l'usager va s'authentifier avec son username et son mot de passe, et l'application cliente va donner un token à l'usager pour qu'il puisse prouver son authentification. Et l'usager va du coup renvoyer ce token à chacune des requêtes qu'il va faire. Donc ici, ce qui est bien, c'est que le mot de passe est envoyé une seule fois. Si on utilise un JWT token, on peut avoir du contenu JSON dans le token, et donc on peut aussi stocker le username dans le token. Et pour empêcher un attaquant de récupérer le token en exploitant une faille JavaScript, c'est très important de mettre le token dans un cookie HTTP only. Donc ça, c'est une bonne façon de s'authentifier auprès d'une application et de récupérer du coup des ressources sur cette application. Mais comment on fait maintenant pour donner accès à une application à des ressources externes? Donc pour vous expliquer un peu ça, je vais utiliser une métaphore en fait, où j'ai un usager qui veut donner accès à un gardien au coffre de sa voiture. Donc en fait, dans un cas un peu naïf, qu'est-ce qu'il va faire l'usager? Il va donner ses clés au gardien, et le gardien aura maintenant un accès complet à la voiture de l'usager. Donc dans un cas réel, en fait, je vais présenter ce cas réel en fait, où l'usager veut donner accès à ses photos Facebook à Airbnb, et du coup, en fait, il va donner son username et son password Facebook à Airbnb, et Airbnb aura maintenant un accès complet au Facebook de l'usager. Donc en fait, cette méthode-là, bien sûr, elle a des problèmes. En fait, c'est qu'on ne fait pas du tout, on ne fait pas forcément confiance au gardien, et en plus qu'on lui donne accès à toutes les ressources, alors qu'on veut lui donner accès uniquement à certaines ressources. Donc ce qui fait qu'en fait, votre gardien peut récupérer votre voiture et faire des drifts avec. Une solution par rapport à ça, c'est d'utiliser OAuth. Alors OAuth, qu'est-ce que c'est? OAuth, c'est un framework d'autorisation, donc qui réutilise les rôles qu'on a vus précédemment, donc les rôles d'usager, d'application cliente, de ressources serveurs, et qui va rajouter deux concepts par rapport à ça. Donc un nouveau rôle qui est l'Authorization Provider, donc qu'on va aussi appeler maître des clés durant ce talk, et aussi la notion de scope. Donc le maître des clés, en fait, il va stocker les users dans un système de gestion de base de données. Donc typiquement, ça peut être une base de données MySQL, PostgreSQL, ce que vous voulez, ou ça peut être aussi dans un LDAP. Donc un LDAP qui est juste en fait une façon différente de stocker des users. Le maître des clés, il va fournir des tokens. Ces tokens vont avoir une durée limitée. Ils vont donner uniquement accès à certaines ressources spécifiques, d'où la notion de scope. Et ces tokens, ils peuvent être révoqués. Donc maintenant, je vais vous expliquer un peu un exemple de flow avec OAuth. Donc flow qu'on appelle aussi ground type dans OAuth. Donc là, mon usager, il va voir mon gardien. Il va voir le gardien. Le gardien va rediriger l'usager vers le maître des clés. L'usager va s'authentifier auprès du maître des clés. Le maître des clés, va donner au gardien un jeton d'autorisation. Et le gardien pourra maintenant accéder au coffre de la voiture grâce au jeton, et uniquement au coffre de la voiture. Donc ce flow-là, il a un nom dans OAuth, ça s'appelle l'implicit flow. Par contre, il a un problème, en fait, c'est que là, le maître des clés fait aveuglément confiance au gardien, et on aimerait en fait que le gardien s'authentifie auprès du maître des clés. Donc une réponse à ça, c'est un autre flow en fait qui s'appelle le code flow, qui commence de la même façon que l'implicit flow. En fait, l'usager va voir le gardien redirige l'usager vers le maître des clés, l'usager s'authentifie auprès du maître des clés. Ensuite, le maître des clés va donner un code d'autorisation au gardien. Le gardien va envoyer ce code plus sa carte d'identité pour s'authentifier auprès du maître des clés. Et enfin, le maître des clés va donner un jeton au gardien qui pourra du coup accéder au coffre de la voiture grâce au jeton. Donc dans un cas réel, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je rappelle que dans mon cas réel, en fait, ce qu'on veut, c'est que l'usager donne accès à ses photos Facebook à Airbnb. Donc il va cliquer sur un bouton sur l'application Airbnb. Airbnb va rediriger le user vers l'Authorization Server de Facebook. Le user va s'authentifier à Facebook et accepter de donner accès à ses photos. L'Authorization Server va donner un code d'autorisation à Airbnb. Airbnb va renvoyer ce code-là plus un client ID et un client secret.
L'Authorization Server va maintenant donner un access token à Airbnb, et Airbnb pourra maintenant récupérer les photos Facebook du user auprès du ressource serveur de Facebook. Donc voilà, donc c'est tout ça, c'est tout pour Auth. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est OpenID Connect. Donc en fait, qu'est-ce qu'est OpenID Connect? OpenID Connect, c'est une surcouche simplifiée de Auth pour l'authentification, c'est très important. Donc pour comprendre un peu comment fonctionne avec OpenID Connect, je vais comparer OpenID Connect et Auth. En fait, Auth, c'est bien un framework d'autorisation qui a pour but d'autoriser une application à utiliser des ressources qui viennent d'une application tierce et qui utilise du coup des access tokens. Alors que OpenID Connect, ça a pour but de récupérer une preuve d'authentification pour l'usager auprès d'un authorization provider externe et qui utilise du coup des ID tokens. Ce qui est sympa, ce qui est bien aussi du coup dans OpenID Connect, en fait, c'est qu'un seul authorization provider peut donner des preuves d'authentification pour plusieurs applications, et ce qui permet en fait à OpenID Connect d'implémenter le single sign-on ou SSO. SSO en fait qui est une méthode pour accéder à plusieurs applications en ne s'authentifiant qu'une seule fois. Donc pour éclaircir un peu ça, en fait, je vais vous parler d'OpenID Connect avec un cas réel. Donc ce qu'on veut faire ici, c'est prouver son identité à Airbnb en s'authentifiant auprès de Facebook. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'usager va cliquer sur un bouton sur l'application Airbnb qu'il aura téléchargé sur son navigateur. Le navigateur de l'usager va rediriger l'usager vers le Authorization Server de Facebook. L'usager va s'authentifier auprès du Authorization Server de Facebook. Facebook va envoyer un ID token au navigateur de l'usager. Et le navigateur de l'usager pourra maintenant récupérer les données propres à l'usager grâce à l'ID token. Donc ce flow-là que je vous ai présenté en fait pour OpenID Connect, c'est l'équivalent du implicit flow. Ce qui est important de savoir en fait, c'est qu'on ne peut pas implémenter le code flow avec OpenID Connect parce qu'en fait, ça impliquerait de stocker un client secret du côté du navigateur, ce qui est une faille de sécurité. Et du coup, en fait, pour remédier à ça, on peut utiliser un autre flow qui s'appelle le code flow with PKCE. Je vais vous présenter un dernier standard qui est SAML. SAML, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un standard d'autorisation et d'authentification. Donc, un peu comme Auth, en fait, les deux sont un peu concurrents, qui également implémente le SSO, mais qui est surtout utilisé dans un contexte d'intranet d'entreprise ou pour le gouvernement également. Voilà, donc merci à tous. Maintenant, je vais prendre les questions s'il y en a et j'espère pouvoir avoir pu vous aider à comprendre de nouvelles notions d'authentification. Juste pour finir, en fait, j'ai écrit une cheat sheet à la fin avec toutes les notions dont j'ai parlé durant ce talk. Voilà, donc pour vous aider à vous en souvenir. Merci à tous. Virgile, ton micro est coupé. Non, c'est faux, mon micro n'était pas coupé. Je disais donc qu'il ne semblait pas avoir vu... Ah bah si, il y en a une qui vient d'apparaître. Tac. Est-ce que tu as des avis quant à l'implémentation d'un single sign-out en no-auth? Es-tu toujours avec nous, Jean? Mon micro Je sais pas si du coup il y a des questions par rapport à... Ah ouais, il ne nous entend pas du tout. Mince. Je pense qu'il ne nous entend pas, ouais. On va essayer de passer par le backstage. Je pense qu'il faudrait couper le partage d'écran déjà. Ah, ok. Ok, bah alors il a beaucoup de latence. J'ai l'impression. Ouais. Tu n'auras pas de réponse à ta question, Colin. Vous m'entendez? Ok. Oui, on t'entend. Ouais, c'est ok, c'est bon, pardon. Je suis de retour. Donc des avis pour implémenter un single sign-out en Auth.
Alors, j'ai jamais fait un single sign out. J'avoue que je sais pas très bien à quoi ça correspond. Donc, ça veut dire en fait du coup, tu te déconnectes de tous les sites sur lesquels tu es connecté avec ton authorization provider. Donc, par exemple, si tu es sur... Ok, d'accord, donc ce serait ça. En fait, ce qu'il faudrait faire pour implémenter un single sign out, ce serait en fait révoquer tous les refresh tokens que tu as donnés aux applications clientes qui sont autorisées via ton authorization provider. Et ouais, du coup, pour faire ça, en fait, je sais pas s'il y a une meilleure façon de faire, en fait. J'avoue que je sais pas trop. Moi, j'avais une petite question, Jean, aussi. Ouais. Pour rebondir un peu sur ce que tu disais à l'instant, tu parlais de refresh token. T'as pas trop abordé la notion dans ta presse. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est? Ouais, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Du coup, en fait, je vous ai dit à un moment que les tokens pouvaient être révoqués. En fait, ce qu'on fait dans une bonne utilisation, en fait, c'est de délivrer en fait des access tokens qui ont une durée de vie limitée, donc on va dire par exemple 1 heure, et de fournir aussi un refresh token. Ce que permet le refresh token, en fait, c'est d'aller récupérer un access token auprès de l'authorization provider. En fait, ça permet deux choses. Ça permet d'éviter que quelqu'un utilise ton access token indéfiniment et que qu'il puisse récupérer ton access token et du coup accéder à ton application. Et en fait, ça permet aussi en fait de repasser par l'authorization provider. Et du coup, ce qui fait que si jamais tu révoques ton refresh token du côté de l'authorization provider, en fait, l'application que tu as autorisée ne pourra plus recréer d'access token. Voilà. Je sais pas si c'est clair pour toi. Si c'est plus clair. Ouais. Ok. Top. Je sais pas si d'autres ont des questions. Sinon, on va pouvoir enchaîner avec le talk suivant. Eh bien écoutez, on va enchaîner avec le talk suivant. Donc, je suis curieux de savoir comment est-ce que Nicolas va pouvoir créer un lien entre React et Aya Nakamura. Ouais, je vais vous montrer tout ça. Alors, je partage mon écran. Hop, share screen. Vous voyez bien mon écran, là, c'est bon? Je reviens. Ouais, ok, parfait. Bon, moi, je démarre. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Judalet et je suis développeur chez Théodo. Et je vais vous faire un talk qui s'intitule Le Profiler React à la rescousse d'Aya Nakamura, dans lequel on va parler de karaoké et de performance front-end. Alors, comme vous l'avez remarqué, ces derniers temps, on a passé assez peu de temps là, assis au comptoir du bar, et beaucoup plus de temps là, assis dans le fond de notre canapé. Alors, pour les développeurs, ça n'a pas été trop dur de s'adapter, mais pour d'autres métiers, ça a été un peu plus compliqué, comme par exemple le client pour lequel je travaille en ce moment, BAM Karaoké. Alors, le problème de BAM, c'est que les salles de karaoké, depuis 1 an, elles ressemblent la plupart du temps à ça. À savoir très belles, mais très vides. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec eux pour développer de l'application de karaoké online que vous voyez ici, et en particulier le player que vous voyez à droite de l'écran ici. Alors, comment ça marche techniquement? On a d'abord commencé par stocker des vidéos de karaoké en MP4 sur un bucket S3 et les jouer dans une balise vidéo dans notre application React. Alors, le problème avec ça, c'est que les MP4, c'est lourd à stocker et c'est lourd à télécharger. On a donc développé notre propre composant React qui prend en input un instrumental de la chanson en format MP3, juste l'audio, un fichier avec des timings d'affichage des paroles en JSON et une image de background fixe en PNG et qui génère les paroles en temps réel en HTML synchronisées sur l'instrumental. En faisant ça, on a divisé par 10 la taille des fichiers à stocker et à télécharger. Donc on était assez fiers de nous jusqu'à ce que Estelle, notre product owner, nous remonte un nouveau problème.
Sur nos machines de dev, le player, il ressemblait à ça, mais sur la machine moins puissante d'Estelle, il avait plutôt cette tête-là. Ce qu'Estelle voyait quand elle lançait le player, c'était des paroles qui se figent, des animations saccadées. Bref, pas la meilleure expérience pour comprendre enfin les paroles du dernier tube d'Aya Nakamura. J'en viens donc à la question qu'on s'est posée, comment améliorer la performance de notre player de karaoké? Alors le premier outil qu'on a utilisé pour répondre à cette question, c'est l'onglet Performance des Chrome DevTools. Donc là, voilà le player qu'on a créé. Et donc pour investiguer, on est allé voir dans l'onglet Performance des Chrome DevTools. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous charger le premier audit qu'on a fait. Voilà, je lance le chargement. Vous avez la possibilité dans les audits de performance de Chrome de sauvegarder et de charger des audits. Voilà, donc je vais l'ouvrir en grand, parce qu'il y a quand même une quantité d'informations assez impressionnante sur ces audits de perf. Et donc, ce sera un peu plus clair. Donc, quand on est face à ça, la première question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce que c'est qu'une animation fluide? Pour savoir par où commencer. Alors, les devices modernes, ils rafraîchissent leur image 60 fois par seconde. Donc, c'est ça l'objectif à atteindre, ce qui correspond à un budget de 16 millisecondes pour générer une frame. Si on regarde notre audit, on peut voir l'info des FPS ici, par exemple. Et donc, si je balade un peu ma souris, je vois que là, on est à 3 FPS, 6 FPS, 4 FPS. Donc, on est bien en dessous des 60 FPS. Et donc, on génère des blocages visibles pour l'utilisateur. Autre information intéressante sur cet audit, c'est le dropped frame qu'on voit ici quand je passe ma souris. Alors, le navigateur, en fait, il effectue tous les calculs sur un seul thread, qu'on appelle le main thread. Et quand il a une charge de travail trop importante, il ne peut pas générer toutes les frames à temps, et il en saute certaines pour générer directement les suivantes. Donc la conclusion, là, c'est qu'on a trop de charge sur le main thread. Et donc, la question suivante, c'est à quoi est-ce qu'il est occupé? Alors, pour avoir une réponse à cette question, on va regarder dans une autre partie de l'audit, on va regarder ici, en bas. Et dans cette partie, en fait, on voit que pour générer une frame, le navigateur, il passe par 3 étapes. La première étape, c'est le scripting, donc il exécute le JS. La deuxième étape, c'est l'étape de rendering. Le navigateur calcule et positionne tous les éléments dans la page. Et la troisième étape, c'est l'étape de painting, où le navigateur remplit les éléments qu'il a positionnés avec les pixels. Donc, il va dessiner à l'intérieur les textes, les backgrounds, les images, etc. Alors nous, si on regarde notre audit, notre problème, c'était clairement le JavaScript. D'où la nouvelle question qu'on s'est posée, qu'est-ce qui se passe dans notre JavaScript? Et alors, pour répondre à cette question-là, on a utilisé un deuxième outil qui vient des React DevTools, c'est le Profiler React. Quand vous êtes sur une appli React, vous le voyez ici dans l'onglet Profiler. Et donc, je vais charger aussi le premier audit qu'on a fait sur l'application en React. Alors, il y a pas mal d'infos aussi dans le React Profiler. Il y a deux parties intéressantes. Il y a la barre des commits là-haut et le flame graph dans la partie centrale. On va commencer par regarder la barre des commits. Donc en fait, chaque barre là correspond à un commit. C'est quoi un commit? C'est quand React fait tourner son algorithme de réconciliation et qu'il applique des changements au DOM du navigateur. Donc en gros, un commit, ça va déclencher une boucle scripting, rendering, painting que je vous ai montré dans l'audit précédent. Donc si je clique sur ce commit là, j'ai le détail du commit et je vois par exemple qu'il a pris 20,8 millisecondes. Ça a comparé avec les 16 millisecondes de budget qu'on s'est donné pour générer une frame pour tout le pipeline. Et là, juste dans le JS, on passe 20,8 millisecondes. Donc, si on se pose la question maintenant de qu'est-ce qui prend du temps, on va aller voir dans le flame graph, dans la partie centrale. Et alors là, je vais cliquer sur le MP3 KBP Player, qui est notre composant player de karaoké. Là. Et donc, en cliquant dessus, ça me zoome sur le player. Et là, je vois plusieurs informations. Je vois en particulier dans la partie droite tous les commits pendant l'audit où le player s'est render. Donc là, je vois qu'au bout de 1 seconde 1 d'audit, le player s'est render et il a pris 20,8 millisecondes à se rendre. Alors qu'est-ce que ça veut dire en React qu'un composant s'est rendu? Ça veut dire que React a calculé qu'il devait être updaté et donc a réexécuté la fonction render du composant. Donc, autre élément intéressant, c'est la couleur des barres. Donc là, toutes les barres grises en fait, correspondent à des composants qui ne se sont pas rendus pendant le commit qui est sélectionné actuellement. Et les barres bleues et jaunes sont les composants qui se sont rendus. Et en particulier, les jaunes sont les composants qui ont mis beaucoup de temps à se rendre. Donc là, si on regarde un peu notre audit, on voit que les composants qui ont mis du temps, c'est en particulier les player buttons. Ici, celui-là a mis beaucoup de temps, celui-là aussi qui est contenu en fait dans player button, celui-là aussi. Alors, comment on pourrait améliorer ça? Pour répondre à cette question, je vais vous montrer un schéma simplifié de la structure de notre player de karaoké et on va réfléchir là-dessus. Alors, notre player, il ressemble à ça.
Donc on a le MP3 KBP Player, qui est le composant qui contient tous les autres, et qui instancie une balise audio qui va jouer l'instrumental, un composant lyrics qui va générer les paroles en temps réel, des contrôles et un composant background. Les contrôles qui contiennent, eux, le bouton play, le bouton skip pour passer à la chanson suivante, le time slider qui indique le défilement dans la chanson, à quel endroit de la chanson on se situe. Donc nos deux boutons qui mettent beaucoup de temps à se rendre, ils sont ici dans l'arborescence des composants. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils se re-rendent? Alors ils se re-rendent parce qu'en cours de lecture, 4 fois par seconde, la balise audio, elle envoie des événements time update pour indiquer que la lecture a avancé dans le fichier instrumental. Ces événements, ils sont captés par notre MP3 KBP Player qui met à jour une variable de son state current time, qui va faire set current time avec le nouveau temps updaté que la balise audio lui a envoyé. Le problème, c'est que mettre à jour le state d'un composant, c'est pas anodin. Et dès qu'on appelle set current time, React déclenche un nouveau render du composant MP3 KBP Player. Et quand un composant se rend, il rend tous ses enfants. Donc là, réaction en chaîne assez catastrophique pour notre performance. React réexécute les renders de l'intégralité des sous-composants du player, 4 fois par seconde. Alors, en fait, si on réfléchit, quels sont les composants qui doivent vraiment s'updater dans cette arborescence de composants? Il n'y en a que deux. Il y a les lyrics et le time slider. Les lyrics pour mettre à jour les paroles et le time slider pour mettre à jour à quel endroit de la chanson on se situe dans les contrôles. En particulier, le bouton play et le bouton skip, qui prennent beaucoup de temps à se rendre, ils ne dépendent pas du tout des time updates de la balise audio. Donc, je vais vous présenter deux solutions qu'on a implémentées et qui nous ont aidé à résoudre ce problème. La première solution, c'est d'utiliser React Memo. Alors, l'implémentation est très simple. Donc, voilà un composant, notre composant player button, qui prend des props et qui renvoie du JSX. Et plutôt que de l'exporter directement, on va exporter React Memo de ce composant. Niveau implémentation, c'est tout. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça, quand on utilise React Memo? En fait, au premier render du composant, React va garder en mémoire les props avec lesquels le composant a été appelé et le JSX qu'il a renvoyé. Et au deuxième render du composant, React va comparer les props avec celles qu'il a gardées en mémoire la première fois. Et si c'est les mêmes, il ne réexécute pas le render du composant et il renvoie directement à la place le même JSX que la première fois. Alors, je vais vous montrer sur l'audit du React Profiler ce que ça donnait après cette amélioration-là. J'ai pris un petit screenshot. Et donc là, en fait, on voit que les player buttons sont en gris, ils ne se rendent plus. Et le deuxième truc intéressant, c'est que le temps de render du coup correspondant au MP3 KBP Player, il est descendu drastiquement autour de 4 millisecondes. Pardon. Donc voilà, on a bien diminué quand même déjà notre temps de render. Et alors, je passe à la deuxième solution maintenant. La deuxième solution, qui est encore plus drastique, c'est carrément supprimer le state du composant MP3 KBP Player. Donc, plutôt que de mettre à jour le current time dans le MP3 KBP Player, on va déplacer ce state directement dans les composants qui en ont besoin, qui ont besoin de s'updater, donc dans les lyrics et dans le time slider. Et donc, plutôt que d'avoir un listener qui met à jour le current time dans le player, on met à jour un state current time dans les lyrics et dans le time slider différents, et dans le time slider. Et c'est uniquement ces deux composants-là qui vont se re-rendre, du coup, et pas tous les autres. Alors, sur l'audit de perf, qu'est-ce que ça donne? Et ben, sur 10 secondes d'audit, une fois qu'on a fait cette amélioration-là, on voit que le MP3 KBP Player ne s'est jamais rendu. Donc, amélioration drastique aussi. Donc là, c'est mission accomplie. On a largement diminué la charge de travail sur notre main thread en utilisant React Memo pour optimiser nos renders coûteux et en retirant des renders inutiles du player. Alors, le talk était assez dense. S'il y a 3 points à retenir de tout ça, c'est les deux outils, le Chrome DevTools et le React Profiler qu'on a utilisés pour investiguer. Le fait qu'on ait utilisé React Memo pour éviter les renders coûteux, ça c'était très cool, très utile. Et un petit warning sur attention quand vous updatez le state d'un composant, c'est pas juste mettre à jour une variable, ça déclenche des renders et ça peut vous causer des problèmes de performance. Voilà, donc on va passer, merci beaucoup de m'avoir écouté, on va passer aux questions. Ouais, merci pour ton talk. Donc n'hésitez pas à poser des questions, il y en a déjà une, mais je crois qu'il n'y en a qu'une, je n'ai pas vu d'autres. Donc, pour la deuxième solution que tu as présentée, c'est comment techniquement tu mets en place ces événements? Est-ce que c'est un Redux ou est-ce que c'est un autre format? Ouais, alors en fait, ces événements, c'est des événements qui sont mis à disposition nativement par la balise audio, en fait. Une balise audio, quand elle est en cours de lecture, elle dispatche des événements et en fait, ils sont récupérables via la référence de cette balise audio. Donc en fait, ce qu'on a fait concrètement, si je reviens sur notre arbre de composants, en fait, on a le MP3 KBP Player au moment où il instancie la balise audio
il garde la référence de la balise, et ensuite on fait référence de la balise.current.add event listener des event time updates. Et là, on met notre event listener qui va c'était le current time ici. Donc nous, concrètement, quand on a descendu le state dans les lyrics et dans le time slider, ce qu'on a fait, c'est que cette ref de la balise audio, on l'a passée aux lyrics et au time slider. Et en fait, cette ref, elle ne change jamais, donc elle ne déclenche pas de render des composants. Et ensuite, on a défini les event listeners de la balise audio à l'intérieur des composants lyrics et time slider. Par contre, si vous aviez eu besoin de re-rendre genre controls avec ces events-là, vous auriez été coincé parce que vous n'auriez pas pu faire autrement que de re-rendre l'arborescence qui est en dessous de controls, du coup. Ouais, alors du coup, là, la solution, pour le coup, si tu n'as pas le choix que de re-rendre un composant qui est au-dessus et que tu veux pas re-rendre certains de ses enfants, il faut utiliser React Memo. Trop cool. Ok, merci. Je vois pas d'autres questions dans le chat. Trop bien. Enfin, trop bien. Non, c'est pas trop bien, en fait. Mais... je vais en profiter pour y en poser une, alors. Ouais. L'outil d'analyse des performances, Ouais. c'est souvent la bête noire des développeurs parce que il est ultra complexe, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur, Ouais. il y a tout un métier d'analyse à avoir. Ouais. Comment vous avez appris à le maîtriser? Est-ce que vous avez été formé? Est-ce que vous êtes juste documenté? Est-ce que vous avez souffert pour le faire? Alors, comment on a appris? Globalement, je pense que le levier numéro 1, c'est quand on a rencontré le problème sur le projet, on a commencé par demander de l'aide aux collègues. Et on a quelques collègues qui ont déjà souffert pour nous en anticipation, qui se sont tapés toute la doc, qui se sont tapés d'itérer, d'essayer de défricher un peu tout ce terrain-là, qui est en effet assez impressionnant et assez difficile d'accès, on va dire. Et donc, déjà, ils nous ont beaucoup aidés. Et ensuite, après, c'est se poser les questions petit à petit. Je trouve que c'était utile d'avoir un modèle conceptuel de ce qui se passe, de ce que fait le navigateur, en fait. Ça, c'est accessible, en particulier, Google a beaucoup de documentation très bien faite où ils expliquent comment sont générés les frames, quelles sont les étapes, quelles sont les opérations du navigateur. Et en fait, je trouve qu'il y avait une des difficultés de lire ces audits de perf qui venait de... en fait, il y a beaucoup d'implicites, il y a beaucoup de connaissances à avoir pour comprendre ce qui est affiché en fait à l'écran. Et donc en particulier, avoir un peu ce background-là et lire les articles de Google là-dessus, ça m'a pas mal aidé. Ok, merci. Il y a une question qui est arrivée entre-temps. Sébastien. Est-ce que Should Component Update existe toujours? Ouais, alors Should Component Update, en fait, il existe toujours. Et en fait, c'est l'équivalent pour les fonctions classes de React Memo, si je me trompe pas. En fait, dans React Memo, on peut lui passer le comportement par défaut. Quand on wrap juste un composant, le composant ne change que si ses props changent. Mais alors à confirmer, parce que je suis sûr à 80% de ce que je dis là. Mais en fait, dans React Memo, je pense qu'on peut passer des options qui permettent de définir justement des méthodes d'égalité en fait pour comparer les props. Et du coup, de faire un peu ce qu'on faisait dans Should Component Update avec des composants en classe. Ok, merci. Je vois pas d'autres questions. Ok, très bien. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors, attends, il y a du texte qui apparaît. Si c'était une question, attention. Ouais. Alors, est-ce que les problèmes rencontrés sont spécifiques à React ou est-ce que ce serait plus ou moins la même chose avec Vue ou autre framework? Alors, c'est une super bonne question pour laquelle je ne vais pas du tout être qualifié pour répondre parce que j'ai fait à peu près que du React en front dans ma vie. Malheureusement. Mais ouais, en fait, ouais, la question est super bonne. Je pense que tous les frameworks doivent plus ou moins avoir cette question qui se pose de qu'est-ce que je dois recalculer, qu'est-ce que je dois réafficher à l'image. Donc je pense que la question doit être présente soit sous une forme proche pour des frameworks comme Vue, soit sous une forme un peu différente si
si les présupposés sont vraiment différents. Mais je peux pas répondre très précisément à cette question, malheureusement. Ok. Alors, est-ce que c'est une question? Alors, Pauline, si c'est une question, rajoute un point d'interrogation. Si ce n'est pas une, si c'est juste une remarque pour le texte d'avant. Non, rajoute pas. Pas de réaction. Ok, c'est juste une remarque. Donc je pense qu'on peut passer à la suite, Virgile. Yes, donc du coup le prochain talk c'est d'ailleurs le dernier de la soirée. On va parler de sexisme involontaire avec Nastasia. Super, alors je vais déjà commencer par partager mon écran. Hop. C'est parti. Hop. Ok, alors, je suis super contente d'être ici avec vous ce soir pour parler d'un sujet parfois un peu périlleux, mais en tout cas important. Donc, je m'appelle Nastasia et vous pouvez me suivre sur Twitter avec @sabi_Nastasia. Alors, d'habitude, je me présente plutôt en disant que je suis ingénieur machine learning, ce genre de choses. Là, je pense que j'ai pas besoin de rentrer dans autant de détails. Je pense que l'important, c'est de dire que je suis une personne technique qui évolue dans le monde de la data science et du développement. Et je suis de sexe féminin et je suis bisexuelle. Ce qui, je vais vous le montrer, a finalement eu des impacts et encore des impacts sur la manière dont je vis certaines situations un peu désagréables. Donc ici, vous avez le drapeau de la fierté bisexuelle qu'on voit pas souvent. Donc j'en profite pour le présenter. Alors, dans notre métier, je pense qu'on a tous conscience qu'il y a des soucis. On sait qu'il y a des sexismes que je dirais volontaires. C'est pas là où je voulais me concentrer, mais quand même, on va en parler rapidement pour passer à la suite. Donc, je vais vous présenter des vraies situations et des choses qui, moi, me heurtent. Donc là, par exemple, vraie situation, un recruteur, et c'est malheureusement, ça ne m'est pas arrivé qu'une fois, qui me dit je refuse d'embaucher des femmes car ce sont des crêpeuses de chignons. Donc ça arrive vraiment, c'est problématique, mais c'est pas là-dessus que j'avais envie de me concentrer. Là où j'avais envie de me concentrer, c'était plutôt sur ce que j'appellerais le sexisme non volontaire, c'est-à-dire des situations où on va avoir des propos sexistes, des remarques, des blagues parfois aussi, et où on ne s'en rend pas forcément compte. Et puis même encore plus pervers, des fois on le fait avec de bonnes intentions, on va poser quelque chose de sexiste. Donc malheureusement on est dans une société pleine de préjugés où il faudrait débunker beaucoup de choses, donc je pense qu'on en est malheureusement tous un peu coupables parfois, moi y compris. Voilà, le sexisme, c'est pas juste réservé aux personnes de sexe masculin, malheureusement. Et du coup, je vous propose un petit peu de voir, moi, les situations qui me heurtent dans ce que j'appelle le sexisme non volontaire. Alors, première chose, ce qu'on peut appeler le différentialisme comportementaliste. C'est l'idée de poser une essence féminine, c'est l'idée qu'il y a une femme. Et typiquement, ce qu'on voit beaucoup dans notre milieu, c'est il nous faut des femmes, il faut embaucher des femmes parce qu'elles sont sensibles et savent apaiser les conflits. Alors moi, ça me dérange pour plusieurs raisons. Première raison, alors effectivement, il y a des personnes de sexe féminin qui vont se reconnaître là-dedans et tant mieux. On a le droit aussi de coller aux stéréotypes, mais on a aussi le droit de ne pas y coller. Quand vous posez ce genre d'attente, du coup, c'est super difficile parce que, vous risquez d'être déçu. Et moi, je sais que personnellement, ça me met mal à l'aise parce que j'ai pas l'impression d'y correspondre et j'ai pas envie qu'on me tire là-dessus. J'ai envie de faire d'être ce que je suis, tout simplement.
Deuxième chose, avec cette idée de sensibilité, ce qui me dérange, c'est qu'on nie encore la rationalité aux personnes de sexe féminin. C'est ok, maintenant elles sont capables d'être développeuses, on l'a compris, mais par contre elles le sont parce qu'elles ont les bonnes émotions. Donc à nous la rationalité sexe masculin et à vous l'émotion les personnes de sexe féminin. Et je trouve ça hyper dommage. Je réclame le droit d'être un animal rationnel comme les autres, comme dirait Aristote. Troisième raison pour laquelle ça me dérange, alors ça c'est celle-ci qui est la plus périlleuse, c'est que cette idée de sensibilité, d'apaiser les conflits, c'est encore une idée de douceur qu'on apprend très tôt aux petites filles et qui est hyper périlleuse dans la vraie vie à mon sens, parce que ça donne pas forcément les moyens aux personnes de sexe féminin de se mettre en colère, de poser leurs limites, et je trouve ça dommage quand on sait que les personnes de sexe féminin concrètement subissent plus d'agressions dans la vie, des agressions sexuelles, du harcèlement, des insultes de rue, des choses pas forcément très drôles, et du coup c'est pas les aider que de les mettre dans cette position de douceur continuellement. Autre chose qui me dérange, alors je me rends compte que la capture d'écran est pas bonne, c'est pas grave, on va faire avec, c'est l'hétérosexisme. Alors l'hétérosexisme, c'est une forme d'homophobie qui va poser l'hétérosexualité comme quelque chose de normal et de supérieur. Et du coup, pour poser cette chose normale, c'est aussi l'idée que les femmes ont un comportement, les hommes ont un comportement, et c'est dans cette complémentarité qu'on construit notre monde. Voilà. Donc du coup, il y a plusieurs points qui sont problématiques par rapport à ça. Déjà voilà, donc ça met l'hétérosexualité en avant, et puis c'est encore une forme de différentialisme. Par exemple, une blague que j'ai vue il y a pas si longtemps que ça, où un présentateur disait bah voilà, en fait je vous présente un tableau de vérité quand grosso modo peu importe qui a raison entre le mari et la femme, c'est toujours la femme qui a le dernier mot quoi qu'il arrive. Et donc là bah forcément non, malheureusement, la salle est hilar. Moi, ça me fait pas forcément rire parce que en fait, ça véhicule encore les mêmes clichés et ça dit, ben ok, les personnes de sexe féminin ont le droit d'être en colère, c'est vrai, mais si elles le font, ce sont des chieuses. Ce sont des chieuses dans la vie privée, ce sont des chieuses dans la vie professionnelle. Donc ça me pose un problème, et personnellement, en tant que personne bisexuelle, c'est une forme de sexisme que je vois à des kilomètres. Mais je peux comprendre que c'est pas forcément évident parce que je pense qu'une bonne partie de la séduction est basée là-dessus. Il y a qu'à voir le livre là, Les femmes viennent de Vénus, les hommes de Mars. Bon voilà, c'est beaucoup de choses à débunker et c'est pas toujours évident, mais ce serait sympa. Dernier élément, ce que j'appelle le combo gagnant. Donc on le sait, notre milieu est assez mal représenté, mais pas uniquement parce qu'il manque de personnes de sexe féminin par rapport à la société dans son ensemble, mais aussi par exemple parce que il y a une majorité, grande majorité d'hétéros. Et moi j'ai connu une situation où ça m'a personnellement mis mal à l'aise. C'est-à-dire que j'ai eu un collègue qui a commencé à devenir insistant, qui voulait faire tout avec moi, qui commençait à m'attendre, qui a fini par me suivre chez moi, me tenir des propos obscènes que je ne vous rapporterai pas. Et moi j'étais très mal à l'aise, je savais pas comment m'en débarrasser. Et du coup j'en ai parlé avec des collègues. C'est assez vite remonté à ma hiérarchie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes collègues et ma hiérarchie me soutenaient pour le coup, mais moi, je leur avais donné la partie sexiste de l'affaire. J'avais pas osé leur dire que je savais que le facteur déclencheur, c'était ma bisexualité. Pour une raison ou une autre, il a appris ça et il est devenu fou furieux et j'étais devenue l'objet de tous ses fantasmes et tout était permis. Et en fait, le fait que on soit pas dans un monde divers, moi, ça m'a mis vraiment mal à l'aise, alors qu'on m'a proposé de porter plainte, d'aller plus loin. J'étais extrêmement mal à l'aise parce que je me suis dit, ça va se savoir, et je me voyais pas comment j'allais pouvoir expliquer, en fait, tout simplement, que oui, les personnes qui sont de sexe féminin et bisexuelles subissent une double discrimination. Et je me dis, ça va être l'enfer, personne va me comprendre, je vais encore passer pour la personne qui fait la victime. Enfin, ça m'a mis vraiment mal à l'aise, et alors qu'il y avait personne qui était réellement sexiste dans cette situation, enfin si, à part mon collègue qui était ultra abusé, qui me harcelait, sinon personne ne l'était vraiment, mais le manque de diversité fait que j'avais du mal à m'exprimer et qu'il m'a fallu des années avant de
pouvoir cracher le vrai morceau, le fin mot de l'histoire. Bon, alors ça, c'était 3 situations qui m'ont gêné, enfin 3 exemples de situations, mais je rencontre assez souvent. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Alors, je pense que la première chose, c'est d'en prendre conscience, donc prendre conscience que le collègue d'à côté, quand il fait une blague, c'est pas toujours drôle, que même nous, quand on fait les blagues, c'est pas toujours drôle. Et voilà, prendre conscience que on est porteur de préjugés et essayer de les débunker. On m'a dit oui, mais comment concrètement? Je pense que la meilleure manière de faire, c'est de lire des témoignages et de se rendre compte, enfin voilà, ce que certaines personnes vivent parfois quotidiennement. Ensuite, le deuxième élément, c'est qu'on a tendance à séparer le privé et le professionnel, à se dire c'est pas pareil. Et je trouve ça dommage parce que c'est effacer le fait que, par exemple, il y a des agressions, il y a du harcèlement et que ça existe concrètement. Et le problème, c'est que, par exemple, si vous réglez une situation professionnelle en disant on va engager des personnes parce qu'elles sont plus sensibles, des personnes sexe féminin parce qu'elles sont plus sensibles. Alors déjà, je suis pas sûre que ça règle le problème, même professionnellement. Mais supposons que ce soit le cas, en fait, finalement, ça a des impacts. Vous faites perdurer un préjugé qui a des impacts sur la vie privée et qui est pas drôle et que tout le monde n'a pas envie d'être dans ce carcan. Il y a des personnes qui y sont et elles ont le droit d'y être, mais tout le monde n'a pas envie d'y être. Et enfin, pour finir, je vais finir sur une note positive en saluant un projet que le projet Code-moi un mouton de Zenica. Donc, Zenica, c'est mon ancienne boîte. Donc, je fais pas de l'auto-publicité, mais j'étais assez fan de ce projet qui consiste à donner des cours d'informatique à des personnes qui sont au primaire, pour dire en fait l'informatique finalement ça peut être accessible à tout le monde. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça comprend que le privé et le professionnel sont liés, que le problème de l'embauche qu'on remonte souvent, il se situe pas à l'embauche, il se situe beaucoup plus loin, et aussi qu'il y a quelque chose à faire dans l'éducation. Alors, il n'y a pas que dans l'éducation nationale qu'il faut faire quelque chose, mais au moins ça comprend qu'il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie. Et je suis prête à prendre des questions si vous avez. Merci beaucoup Nastasia pour ton intervention. Je pense qu'on a tous un bout de chemin à faire pour se déconstruire et se reconstruire du mieux qu'on peut. Je vois pas de questions dans le chat. Par contre, moi du coup, j'en avais 2. Tu as plus ou moins répondu à l'une de ces 2 questions. La première, c'était de savoir si jamais on se retrouve face à une situation où on est témoin de sexisme, que ce soit au boulot, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Tu nous as dit que déjà en prendre conscience et prendre du recul par rapport à ça, c'était déjà une bonne chose. Est-ce que tu as des conseils, d'autres conseils, je sais pas, des pro tips à appliquer sur l'instant présent ou... Alors j'en ai un, même si en fait quand on est face à une situation, voilà, je pense que déjà c'est bien d'en prendre conscience. Après, on n'a pas toujours envie de réagir parce que c'est dur malgré tout et qu'il y a plein de choses à débunker. Donc je dirais pas que prendre la fuite c'est forcément une mauvaise option, mais si on est prêt, on peut aussi dire tu viens de dire ça me plaît pas, je préfère que tu le dises pas. Et plutôt que de rentrer parfois, alors des fois on est armé, on se dit allez j'y vais, je vais montrer qu'il faut débunker la société. Puis des fois on n'y arrive pas, on se dit juste tu viens de faire une remarque comme ça me heurte, je voudrais pas que tu le recommences. C'est peut-être une solution plus simple d'arrêter sans forcément rentrer dans tout un tas de débats. Ça ressemble un peu à une forme de communication non violente, si je dis pas. Oui, oui, ça ressemble. C'est une variante en fait. Ouais. Il y a Colin qui demande après tu utilises une différenciation forte. Est-ce que tu l'as fait pour faire des différenciations fortes avec le genre? En fait, j'ai pas réussi à t'entendre. Je vais regarder sur StreamYard sinon. Je vais arrêter le. Oui, effectivement, tu as raison, Colin. Je fais une différenciation entre le genre et le sexe. C'est pour ça que je dis sexe féminin, c'est-à-dire que je ne présume pas de la personne, de la manière dont elle se ressent. Et du coup, moi, la deuxième question que j'avais pour toi, c'était est-ce que tu as des sources, des personnes, des influences
à partager qui peuvent permettre de se déconstruire et d'appréhender du coup ce sujet plus facilement. Oui, ouais, j'en ai plusieurs. Personnellement, je sais que j'ai été assez bouleversée juste par Le Deuxième Sexe, par exemple, de Simone de Beauvoir. Des écrits hyper féministes, mais voilà, qui sont intéressants, même si lourds à lire. Je le reconnais. Plus proche de nous, il y a Judith Butler, justement, qui a écrit Défaire le genre, qui remet en cause cette notion de genre. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Et puis après, plus simplement, il y a aussi des fois des témoignages sur des sites. Je sais que par exemple, l'association Oser le féminisme donne la parole à des personnes qui témoignent. Et des fois, c'est juste, voilà, il y a quelqu'un qui m'a emmerdé dans la rue et on se rend compte en fait de ce qui se passe. Si vous avez d'autres questions pour Nastasia, n'hésitez surtout pas, que ce soit dans le chat ou vous. Je vais enchaîner moi sur la question du coup, qui est assez proche de celle de Virgile. En termes de métier et de communauté, alors comment formuler ça? Selon les communautés internet, par exemple les réseaux sociaux ou autres, il y a des communautés qui sont plus bienveillantes que d'autres. En exemple, Twitter n'est pas vraiment bienveillant. En tout cas, il n'a pas cette réputation. Mais je pense aussi en termes de métier, entre les différents... comment on va expliquer ça les différents domaines informatiques. Donc toi, tu es dans le machine learning et le data science en ce moment. Est-ce que, par exemple, cette partie du métier est plus bienveillante qu'une autre, moins bienveillante? Est-ce qu'ils ont encore du chemin à faire? Est-ce que tu as noté des différences, par exemple là-dessus? Non, je crois pas que j'ai noté de différence. Peut-être une différence, mais c'est que généralement ça me vient plus souvent de collègues éloignés que de collègues proches. Peut-être que les gens osent moins. Mais sinon, entre les métiers, non. D'accord. Et en termes de communauté plus réseaux sociaux, est-ce que tu as des conseils Oui, non. Enfin, quel genre de conseils tu veux dire Est-ce que tu en as remarqué plus bienveillante que d'autres? Ah oui. Non, pareil, hein, pas forcément. Je pense que il doit forcément y en avoir. Par exemple, je pense que les meet-up des duchesses doivent être plus bienveillants que d'autres, j'imagine. Mais sincèrement, non, j'ai pas l'impression qu'il y a un milieu qui ressort d'une manière ou d'une autre. Eh bien, merci beaucoup Nastasia. Je pense qu'on en a terminé avec les questions. Merci à tous les talkers pour vos interventions ce soir. Merci du coup aussi aux orgas qui étaient là et qui agissaient dans l'ombre, notamment à la régie par exemple. Merci à vous de nous avoir regardés. Alors avant que j'oublie, il y a Jean tout à l'heure qui m'a partagé un lien. Non, mais c'est pas ça. Tac. C'est le lien de son enregistrement, si je dis pas de bêtises, étant donné que sa présentation a un petit peu bugué. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc je repartage le lien dans le chat tout de suite. C'est un lien boom. Yes, merci Virgile. Il n'y a pas de quoi. Et bien du coup, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un bon appétit si vous n'avez pas déjà mangé. Moi personnellement, j'ai assez faim. Donc c'est où l'after? Il y a un after? S'il y a un after, je suis intéressé. Hein. Avec des pizzas et des bières, peut-être. Putain, j'en rêve. On va arrêter de dire ça. Passez à tous et à toutes une très bonne soirée. Et du coup, on se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages sur Twitter pour nous dire que vous avez passé une bonne soirée. Ça nous fera très plaisir. Et aussi pour nous proposer vos talks si jamais vous souhaitez passer pendant la prochaine soirée. Bonne soirée, gros bisous. Merci pour le regard. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée à tous.